Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ton bébé est encore en vie, murmura la fillette, ce qu'il découvre ensuite est déchirant. Le ciel était bas ce matin-là, d'un gris cendreux, presque métallique, comme si le monde entier portait un deuil silencieux. Une bruine fine tombait sans bruit, s'accrochant aux feuilles des arbres comme des larmes suspendues. Un corbeau solitaire croassa depuis un cyprès décharné, avant de s'envoler dans l'air lourd. Ethan Miller, les traits tirés, le regard perdu, se tenait droit, ou du moins tentait de le faire, devant une petite tombe en marbre blanc. Il ne portait plus vraiment attention à la pluie, ni au froid. Il était là, comme chaque matin depuis 3 mois, dans ce carré silencieux de la section 17 du cimetière de Rose-Hill, où reposait, du moins le croyait-il, tout ce qui lui restait de son avenir. Ses doigts tremblants frôlaient les lettres gravées avec soin. Emily Grace Miller. 21 mai 2024 21 mai 2024. Notre ange, né sans souffle mais jamais sans amour. Il resta là, longuement, les yeux humides, mais sans pleurer. Il n'en avait plus la force. Le deuil avait dépassé le stade de la douleur. Il était devenu une chambre froide où chaque battement de cœur sonnait creux. 3 mois. 3 mois depuis ce jour maudit. Il se souvenait de tout, avec une précision cruelle. Les cris. Le sang. L'agitation dans la salle d'accouchement. Et puis, le silence. Ce silence absolu qui suivit l'annonce. D'abord celle de la mort du bébé. Puis, moins d'1 heure plus tard, celle de Sophia. Une hémorragie foudroyante. 2 morts. Une seule nuit. Une seule vie brisée, la sienne. Depuis ce jour, Ethan n'était plus que l'ombre d'un homme. Il ne travaillait plus. Il avait vendu leur maison. Il vivait dans un petit appartement près du cimetière, uniquement pour pouvoir venir ici chaque jour. Son unique rituel. Son seul lien avec ce qui lui restait de sa famille. Parfois, il s'asseyait en tailleur devant la stèle, pendant des heures. Il parlait à voix basse, comme s'il racontait ses journées à un fantôme. D'autres fois, il ne disait rien. Il se contentait de regarder le sol, le marbre, ou le ciel, en quête d'un signe qui ne venait jamais. Mais ce jour-là, ce matin précis, quelque chose changea. Alors qu'il s'éloignait à pas lents, les épaules affaissées, comme si chaque pas le ramenait un peu plus vers le vide, une voix douce, presque irréelle, perça l'épais brouillard de son chagrin. « Monsieur ?» Il se retourna lentement, comme s'il avait rêvé cette voix. Devant lui, à une dizaine de mètres, se tenait une fillette. Elle avait peut-être 6 ans, difficile à dire. Elle portait une robe délavée trop grande pour elle, ses pieds nus posés sur l'herbe mouillée. Ses cheveux bruns, emmêlés, lui tombaient sur les épaules. Et ses yeux, d'un bleu perçant, presque translucide, le fixaient avec une intensité troublante. Ethan ne bougea pas. Il sentit son cœur battre un peu plus fort, sans savoir pourquoi. « Votre bébé est encore en vie. » Il crut avoir mal entendu. Ses sourcils se froncèrent. Une douleur inconnue se fraya un chemin dans sa poitrine, mêlant espoir, panique et incompréhension. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» murmura-t-il. La fillette ne sia pas. Elle pleure. Elle est seule. Elle n'est pas au ciel. Puis, sans attendre de réponse, elle fit demi-tour et disparut lentement derrière les haies sombres du cimetière, sans bruit, comme un souffle dans le vent. Ethan resta figé, le regard rivé à l'endroit où elle s'était tenue. Une sueur froide glissa le long de son dos. Son estomac se noua. Il voulut courir après elle. Demander son nom. Comprendre. Mais ses jambes ne bougèrent pas. Il était pris dans un vertige, comme si le sol venait de se dérober sous lui. Il se retourna lentement vers la tombe. Et pour la première fois en 3 mois, il douta. De retour chez lui, Ethan resta longtemps debout dans le hall de son petit appartement, les clés encore dans la main. L'air semblait plus lourd qu'à l'accoutumée, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ses yeux glissèrent vers une étagère poussiéreuse, et plus précisément vers une boîte noire en cuir fatigué, posée tout en haut. Il n'y avait pas touché depuis le jour des funérailles. Il hésita. Son instinct lui criait de la laisser là.
Mais quelque chose, une vibration enfouie née de cette phrase d'enfant, le poussait. Elle est seule. Elle n'est pas au ciel. Il monta sur une chaise, saisit la boîte, et la posa doucement sur la table. Il la fixa un instant, comme on fixerait une plaie encore ouverte. Puis, lentement, il souleva le couvercle. L'intérieur exhalait une légère odeur de papier ancien mêlée à celle de l'encre sèche. Il y avait là le certificat de naissance de Sophia, soigneusement plié. Un dossier cartonné, jauni par le temps, contenant les rapports médicaux de l'accouchement. Et enfin, un acte de décès, froid, administratif, pour une enfant qu'il n'avait jamais tenue, jamais embrassée, jamais vue. Émilie Grace Miller. Née sans vie, 21 mai 2024. Décédée à la naissance. Mais soudain, un souvenir lui revint, brutal, comme une gifle en pleine nuit. Il se revit dans cette salle d'attente, vidée, les yeux brûlants, alors qu'une infirmière au visage flou s'était approchée, les mains jointes. « Je suis désolé, monsieur Miller, votre fille n'a pas survécu. » Il se souvenait avoir voulu la voir. Avoir demandé, d'une voix brisée, s'il pouvait lui dire au revoir. Et elle avait répondu, tout bas. Il vaut mieux garder le souvenir de sa naissance, pas de son apparence. Et il n'avait pas insisté. Il était trop sonné. Trop détruit. Trop seul. Le chagrin avait tué sa volonté de comprendre. Mais maintenant, ses mots résonnaient autrement. Cette voix étrange, cette fillette au regard magnétique dans le cimetière. Il ne parvenait pas à s'en détacher. Elle avait parlé avec une conviction que ni l'imagination ni le hasard ne pouvaient expliquer. Et s'il n'avait pas tout vu? Et si cette histoire n'était pas terminée? Et si Émilie était vivante? Le lendemain matin, Ethan se rendit à l'hôpital Saint-Marie, celui où tout s'était écroulé. Les couloirs lui semblèrent encore imprégnés du parfum de Sophia, de son rire discret, de leur espoir brisé. Tout paraissait identique, et pourtant chaque pas réveillait en lui une brûlure sourde. Il se présenta à l'accueil des archives médicales. Une réceptionniste au sourire figé leva les yeux. « Je souhaiterais consulter le dossier médical complet concernant l'accouchement de ma femme, Sophia Miller. » Le 21 mai dernier. La femme hésita, tapota sur son clavier, puis leva les yeux. « Je vais devoir vous orienter vers le bureau du directeur médical. Ce type de dossier est sous autorisation spéciale. » Ethan sentit une tension dans sa mâchoire, mais hocha la tête. Quelques minutes plus tard, il était assis dans un bureau stérile, face au docteur Laurence Crane, le directeur médical de l'établissement, un homme en blouse immaculée aux gestes trop parfaits pour être sincère. « Monsieur Miller, je suis désolé pour votre perte, mais ces documents sont confidentiels. L'accès est restreint, même pour les proches. » Ethan se pencha légèrement. « Je suis le père. J'ai le droit de savoir ce qui est arrivé à ma femme. À mon enfant. » Docteur Crane fit semblant de consulter un dossier fictif sur son écran. Les fichiers ont été archivés hors site. Il faudra quelques semaines pour les rapatrier, sans garantie d'accès complet. Des semaines? Pour un dossier de 3 mois? Ethan le fixa. Trop de barrières. Trop de regards détournés. Une odeur de mensonge planait dans la pièce, douce mais persistante. Il connaissait cette odeur. Il l'avait sentie 1000 fois dans les bureaux du pouvoir, les interviews politiques, les procès étouffés. Il n'était pas qu'un veuf dévasté. Il avait été journaliste d'investigation pendant 12 ans. Il savait reconnaître quand quelqu'un cachait quelque chose. Il se leva calmement. Très bien. Dans ce cas, je vais m'adresser à la justice. De retour chez lui, il composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. Thomas? C'est Ethan. Je sais que ça fait un bail. Mais j'ai besoin de toi. C'est une affaire de vie ou de mort, peut-être même les deux. De l'autre côté de la ligne, la voix grave de Thomas Grieve, avocat réputé pour ses combats contre les fraudes médicales, répondit sans hésiter. Je suis là, vieux frère. Dis-moi tout. Grâce à Thomas, il obtint une ordonnance du tribunal. 2 semaines plus tard, ils purent consulter les enregistrements vidéo du service maternité, enfin, ce qui restait. Une grande partie avait été accidentellement effacée.
Mais à 3h47 du matin, la caméra du couloir principal avait capté une scène étrange. Une infirmière sortait de la salle d'accouchement, tenant un bébé vivant emmailloté dans une couverture rose. Elle ne prit pas le couloir vers la morgue, mais celui menant à la sortie de service. « Tu vois ça, Thomas ?» murmura Ethan. « Ce n'est pas une évacuation médicale. C'est un enlèvement. » Ce que les enquêteurs mirent au jour dépassait tout ce qu'Ethan aurait pu imaginer. Ce n'était pas une erreur médicale. Ni un acte isolé. C'était un système organisé, cynique et redoutablement discret, opéré depuis les couloirs feutrés de l'hôpital Saint-Marie. Des dizaines de bébés, déclarés morts à la naissance ou prétendument non viables, n'avaient jamais été incinérés ni enterrés. Les corps, introuvables. Les certificats, trafiqués. Et derrière cette façade administrative, un réseau d'adoption illégale d'une ampleur glaçante. Le modus operandi était toujours le même, des familles aisées, souvent stériles ou recalées par le système d'adoption légale en raison de leur passé judiciaire ou de leur âge, versaient de fortes sommes à des intermédiaires. En échange, on leur remettait un nourrisson, propre, identifié comme abandonné ou trouvé sans filiation connue. Dans plusieurs cas, les dossiers étaient liés à des médecins du service obstétrique et à 2 agences d'adoption privées, soupçonnées de blanchir ces enfants volés sous couvert d'urgence médicale. Et au centre de ce trafic, Karen Doyle, une infirmière vétérane, au casier pourtant vierge, respectée par ses pairs. Elle apparaissait sur plusieurs vidéos de surveillance, portant des bébés hors des salles de maternité sans autorisation. Elle avait quitté le pays 6 semaines après la naissance d'Emily, sous prétexte d'un burn-out suivi d'une mission humanitaire. Mais un détail changea tout. Une recherche croisée menée par le FBI dans les registres d'adoption confidentiels mit en lumière une correspondance troublante. Emily Grace Miller avait été enregistrée comme décédée à la naissance. Mais 6 jours plus tard, un certificat d'entrée dans un orphelinat privé du Montana apparaissait pour une nourrisson prénommée Hope, sans nom de famille connu. 2 semaines plus tard, Hope Stanton était officiellement adoptée par un couple richissime de Chicago, Richard et Amanda Stanton. Ethan sentit ses jambes flancher lorsqu'il lut le dossier. Le prénom. La date de naissance. Le groupe sanguin. Tous les signes étaient là. C'était elle. Il n'avait pas seulement été volé. On lui avait arraché son enfant et offert sa fille à une autre famille, comme un objet de luxe. Avec l'aide des forces de l'ordre, Ethan se rendit à Chicago. Le voyage lui sembla interminable. Chaque kilomètre le rapprochait de la vérité, mais aussi d'un vertige profond. Et si elle ne se souvenait pas? Et si elle ne voulait pas de lui? Et si c'était trop tard? Le quartier des Stanton était huppé, calme, encadré de haies hautes et de portails électriques. Le genre d'endroit où les voisins se saluent en souriant sans jamais se parler vraiment. Lorsque la voiture banalisée s'arrêta devant la villa, Ethan sentit sa gorge se nouer. La maison était élégante, presque trop parfaite. Colonnes blanches, balcon en fer forgé, jardin manicuré. Un policier en civil l'accompagna jusqu'à la porte. Il sonna. La porte s'ouvrit sur une femme élégante, dans la quarantaine, les cheveux blonds relevés en chignon, un sourire poli aux lèvres. « Bonjour », dit-elle d'un ton chaleureux, comme on accueille un livreur ou un invité inattendu. « Amanda Stanton ?» demanda le policier. « Oui. Nous sommes ici au sujet de votre fille, Hope. Pourriez-vous nous accorder quelques minutes ?» Le sourire d'Amanda vacilla. Elle jeta un regard inquiet derrière eux, puis s'écarta lentement. « Bien sûr. Entrez. » L'intérieur de la maison respirait le confort bourgeois, parquet brillant, grand tableau, jouets soigneusement rangés dans un coin du salon. Et là, dans un rayon de soleil qui perçait la baie vitrée, une petite fille jouait silencieusement avec une poupée en chiffon. Elle portait une robe bleu pâle. Ses cheveux bruns retombaient en mèches douces sur ses épaules. Elle leva les yeux. Ethan sentit son cœur exploser. Les mêmes yeux que Sophia. Gris clair. Vif. Immense. Le monde autour de lui se brouilla. Les sons devinrent lointains. Seul cet enfant existait, comme une flamme allumée dans l'obscurité d'un tunnel. Elle le fixa sans peur, sans hostilité. Comme si elle l'attendait. « Bonjour », dit-elle timidement. Ethan sentit ses genoux céder.
Il s'agenouilla, les mains tremblantes, les larmes déjà au coin des yeux. « Tu t'appelles comment » demanda-t-il dans un souffle. « Hope. » Il hocha la tête, les lèvres tremblantes. « Tu sais que quelqu'un t'aime très fort, depuis toujours ? Quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à toi ?» Elle le fixa longuement. Puis, sans un mot, elle se leva. Elle s'approcha doucement de lui, et glissa sa petite main chaude dans la sienne. « Je t'attendais » murmura-t-elle simplement. Le silence de la salle d'attente se fit pesant lorsque le laboratoire téléphona enfin à Ethan. Son cœur battait la chamade, chaque seconde semblant durer une éternité. Il serra les poings, tenta de calmer sa respiration. Le test ADN, cette clé ultime, allait révéler la vérité. « Monsieur Miller ?» La voix au bout du fil était douce, presque hésitante. « Le résultat est formel, Hope Stanton est bien Emily Grace Miller. » Un flot d'émotions submergea Ethan. La joie, l'incrédulité, la colère contre ceux qui avaient volé ces mois de sa vie, et surtout une immense gratitude de retrouver ce qu'il croyait perdu à jamais. Les Stanton, informés des circonstances, étaient eux aussi bouleversés. Amanda, la mère adoptive, pleurait en serrant la main d'Ethan, sincèrement désolée d'avoir été mêlée à cette tragédie. Richard, le père, regardait la petite Hope, puis Ethan, avec une mélancolie lourde de regrets. Ils offrirent leur pleine coopération aux autorités, brisant ainsi le réseau clandestin dont ils ignoraient tout. Ils devinrent des témoins précieux dans le procès qui s'ouvrit contre l'hôpital Saint-Marie. Ce procès fit grand bruit. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Des enquêtes fédérales révélèrent un trafic sordide d'adoption illégale, impliquant plusieurs membres du personnel hospitalier. Certains furent arrêtés, inculpés, et la réputation de l'établissement fut irrémédiablement ternie. Pour Ethan, ce fut aussi le début d'un nouveau combat, celui de reconstruire sa vie, celle de sa fille, et d'apprendre à être père après des mois d'absence forcée. Il quitta la ville, cherchant un refuge paisible loin des projecteurs et des souvenirs douloureux. Il trouva une petite maison au bord d'un lac tranquille, entourée de pins, là où Sophia avait toujours rêvé d'élever leur enfant. Chaque soir, après le dîner, il s'asseyait auprès du lit de Hope. Parfois, il lui racontait des histoires inventées, peuplées de forêts enchantées et d'aventures merveilleuses. Parfois, il lui parlait doucement de sa mère, de la femme forte et aimante qu'elle avait été. Et parfois, il restait silencieux, la regardant dormir, la main posée sur la couverture, le cœur débordant d'amour et de cicatrices invisibles. Malgré ce bonheur retrouvé, une question restait suspendue dans l'air: qui était cette fillette mystérieuse du cimetière, celle qui avait murmuré la vérité? Ethan retourna plusieurs fois sur cette tombe, espérant voir réapparaître ce petit ange venu d'ailleurs. Un jour, alors qu'il arrosait les fleurs fraîches sur la pierre tombale, il croisa le vieux jardinier, un homme aux cheveux blancs et aux yeux pétillants. « Bonjour, monsieur » dit Ethan. « Vous souvenez-vous d'une petite fille, pieds nus, cheveux bouclés, qui était ici ce jour-là, ce jour où elle m'a parlé ?» Le jardinier haussa les épaules avec un sourire énigmatique. « Monsieur, je travaille ici depuis 20 ans. Ce jour-là, j'étais seul dans cette allée. Et je n'ai vu aucun enfant. » Ethan resta un long moment immobile, le regard perdu dans le vide. Puis, un léger sourire traversa ses lèvres, et il murmura, presque pour lui-même: « Merci, petit ange. » Il se retourna, le pas plus léger, serrant tendrement la main de sa fille vivante contre la sienne.